Bonjour Emmanuel, Bonjour Henri. comment allez-vous? Moi je vais bien, comme d'habitude, hein, quelques petits soucis, mais rien de spécial. Mais vous m'avez l'air vraiment très en colère, Henri. Oui, 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 Qu'est-ce oui, qui se oui. passe ce Ah, ben, matin? il se passe, vous savez, ça fait déjà un certain temps que on soupçonne qu'il y ait une liaison un peu malsaine entre, d'une part, les services fiscaux chargés des contrôles, chapeautés par le syndicat unifié des impôts, et puis d'autre part, ben, les magistrats, chapeautés par le syndicat de la magistrature. En fait, si vous voulez, ça va au-delà de ça, c'est une vraie association morale dont je vais vous expliquer pourquoi c'est destructeur. Alors, je vais vous lire quelque chose enfin, qui est absolument extraordinaire. C'est extrait d'un arrêt qui vient de m'être signifié. Donc, il s'agit, si vous voulez, d'un redressement que tout le monde connaît, qu'on a déjà parlé, sur la succession de ma mère, et dans lequel le fisc a fait une facture à partir de terrains constructibles qui, en fait, ne le sont pas. Bon, donc, si vous voulez, c'est une fausse facture. Alors, on soulève le point en disant, bon, écoutez, le redressement est fait sur une fausse facture, donc sur des faits inexistants, donc le redressement est nul. Ah ben alors vous allez voir, pas du tout. Alors, attendez, qu'on soit bien d'accord. Là, c'est un jugement de qui? C'est un arrêt. C'est un arrêt de la cour d'arrêt, de la cour d'appel de Montpellier. Une cour, c'est pas une cour, le tribunal administratif. Non, pas une ça, cour ça se administrative. passe au tribunal civil parce que les droits de succession, droits d'enregistrement, quand le désaccord est de l'ordre du civil. Mais alors, si vous êtes en cour d'appel, c'est que vous êtes déjà passé au tribunal normal. Bien sûr. Et vous avez gagné là ou pas? Ah non, non, j'avais perdu. Bon, donc vous avez fait appel. J'ai fait appel. Et là, donc, c'est l'arrêt de l'appel. Voilà. Donc c'est l'arrêt de l'appel et c'est la phrase sur le fond, c'est-à-dire sur le fait que la notification est basée sur une fausse facture qui par ailleurs est acceptée par la Cour. C'est-à-dire la Cour dit effectivement les terrains ne sont pas constructibles. C'est-à-dire, si vous voulez, on me redresse en disant vous avez des terrains constructibles, vous n'avez pas évalué comme terrains constructibles, il s'avère que ces terrains ne sont pas constructibles, que je mets 15 ans à obtenir le fait qu'ils ne sont pas constructibles, que la Cour reconnaît qu'ils ne sont pas constructibles, mais elle dit ceci, elle dit, mais attendu que le fait allégué que la motivation de la notification du redressement du 17 décembre 2001 soit mal fondée, et invoque des éléments de comparaison de prix non pertinents, donc elle reconnaît qu'effectivement la motivation est mal fondée, que les éléments de prix sont pertinents, n'équivaut pas à un défaut de motivation entraînant l'annulation de cet acte. Donc ça veut dire que si vous voulez, le fisc vient, il vous en colle pour 1 million d'euros, quel que soit le motif, ça n'a pas d'importance, la dette reste, même si le motif est faux. Mais c'est quand même extraordinaire. Si je sais pas, moi je vous envoie une facture par exemple, j'ai fait... j'ai entièrement réparé votre voiture. Vous me devez 100 000 euros. Bon, je ne suis pas mécanicien, je n'ai pas touché à votre bagnole. Bon, vous allez au tribunal. Normalement, le tribunal va dire ah oui, mais attendez, monsieur Dumas, là, vous êtes un escroc. On va vous foutre en cabane parce que vous avez présenté une facture. Vous n'êtes pas garagiste, vous n'avez pas réparé la voiture de monsieur. Bon, eh bien, si vous êtes le fisc, non. On va dire, ah oui, 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 vous avez fait une facture qui n'était pas justifiée, mais bon. Oui, 200 000 euros pour la voiture. Bon, ben, il faut que vous changiez, mettez autre chose, parce que comme vous n'êtes pas garagiste, mettez autre chose. Alors, je vais vous mettre une facture de 100 000 euros pour autre chose, je sais pas, pour refaire votre gazon. Oui, oui, voilà. Mon chauffage. N'importe quoi. Donc, ça veut dire que, si vous voulez, à partir du moment où le motif de la facture est nul, ben, la facture elle-même doit être nulle. Ben, avec le fisc, non. Le motif est nul, mais c'est là. Donc, on dit depuis une éternité qu'il y a une collusion, qu'il y a une connivence entre le fisc, les contrôleurs du fisc et les magistrats et les tribunaux et la justice. C'est une preuve absolue. Oui, enfin, peut-être à Montpellier. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Qu'il y ait une collusion entre les inspecteurs du fisc et les tribunaux administratifs, ça, sans aucun problème. Maintenant, le reste, moi, mon expérience personnelle a fait que les impôts, comme vous le savez, m'ont traîné en correctionnel pour dissimulation de recettes, etc., etc. Le tribunal correctionnel s'est inscrit en faux, n'a pas suivi les impôts là-dessus. Oui, et c'était à Paris. Alors donc, non mais d'accord, c'est une fois, mais fois. Ce qui veut dire que tous les magistrats ne sont pas dans cette mouvance. Non, non, mais vous savez, voilà. Vous avez eu le bonheur d'avoir ce que l'on appelle l'exception qui confirme la règle. Peut-être. Voilà, parce que si vous voulez, évidemment, heureusement que je ne sais pas combien il y a de magistrats en France, il y en a bien une poignée, mettons, allez, 1%, voire 3% qui sont honnêtes.
Donc si vous tombez sur ces 3% qui sont respectueux de la loi, respectueux, pas de la loi, respectueux de l'équité, de la justice, en deux mots. Justice, voilà. Hein. Si vous tombez là-dessus, très bien. Mais le reste du temps, non. Parce que moi, si vous voulez, j'ai encore jamais rencontré le magistrat correct, droit, jamais, ça m'est jamais arrivé. Vous voyez, par exemple, j'essaie... Le magistrat juste. Le magistrat juste, par exemple, j'essaie, par exemple, je veux faire citer à comparaître la présidente du tribunal administratif. Oui, alors ça en est où, ça? Eh bien, j'ai toujours pas de date. Ça fait 3 mois. Attendez, mais c'est invraisemblable. Le procureur retient le dossier. Mais pourquoi il retient le dossier? C'est une obstruction à la justice. C'est une obstruction à la justice par le procureur de Montpellier qui retient le dossier. Mais attendez... Vous êtes mal barré sur Montpellier, vous, avec tout ça. Ah, mais je suis mal barré partout. Non, mais là, vous avez un jugement de Montpellier. Ouais, non, mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, si vous voulez, que cette alliance entre les... Parce que je pense que les gens qui nous regardent, ou surtout ceux qui ne nous regardent pas, d'ailleurs, comme toujours, n'ont pas du tout conscience du massacre que sont les contrôles fiscaux, du fait qu'on ne peut pas s'en sortir, du fait justement de cette alliance malsaine entre le contrôle fiscal et la justice, qui fait que le contrôleur est au-dessus de tout soupçon, que nous sommes coupables d'avance, nous sommes coupables, dès que nous sommes montrés du doigt, c'est fini, on est coupable. Donc ça, je voudrais donner un petit élément de comparaison, à quelques chiffres de comparaison. J'ai comparé ça avec la guerre de 14-18 parce que c'est intéressant. Alors qu'est-ce qui se passe pendant la guerre de 14-18 à cette époque-là, on est 40 millions en France, et si vous voulez, l'élément essentiel de la France, c'est la force physique. Parce qu'à ce moment-là, tout se fait par la force physique, que ce soit les travaux au champ, que ce soit les travaux à l'usine. Oui, mais c'est pas encore mécanique. Voilà, c'est assez peu mécanisé, et donc la force physique est essentielle. Donc la force physique, c'est qui? La force physique, c'est les jeunes. Oui. C'est parce que c'est pas les petits vieux. Hein, non, c'est pas nous. Voilà, c'est pas nous. C'est pas nous. Nous, on n'est ni la force physique, ni la force intellectuelle. On n'est plus la force physique. Alors, donc, la force physique, ce sont les jeunes. Bon. Une classe de jeunes, à l'époque, c'est à peu près 300 000. Une classe de 20 ans, c'est 300 000. Bon. La guerre de 14, elle en a tué 1,2 million. Elle en a blessé 400 000. Bon, mettons... le dégât immédiat, direct, est de plus de 5 millions. Mettons 5,5 millions pour faire large. Bon. En France, 14% de la population. 14% de la population, c'est-à-dire c'est la force vive du pays et c'est le début de la déchéance de notre société par rapport au monde parce qu'on a perdu la force. On a perdu la force. Aujourd'hui, la force est remplacée par l'économie, puisqu'aujourd'hui, effectivement, les choses sont mécanisées, et la puissance d'un pays, c'est l'économie. Alors, on va regarder quelques chiffres. Les professions libérales, alors ceux qui font l'économie, c'est-à-dire ceux qui sont actifs. Hein, ceux qui sont actifs, c'est-à-dire ceux qui sont actifs, non pas actifs dans le sens de faire quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gens actifs, mais ceux qui sont décisionnels et ceux qui créent l'économie par la décision. On va dire que c'est les professions libérales et les entreprises. Ça représente... à peu près, les professions libérales 500 000, les entreprises 3,3 millions. 3,3 millions d'entreprises PME, c'est 90% du tissu industriel. Hein, donc c'est le gros... Oui, c'est le gros, on le sait ça, c'est les PME. Hein, tous les 10 ans, pour monter une entreprise, il faut 10 ans. Hein, entre le moment où vous démarrez à zéro et le moment où vous devenez quelque chose... Ça fonctionne bien. Il faut 10 ans. Voilà. Tous les 10 ans, on a 500 000 redressements mortels, 50 000 par an, 500 000 redressements mortels. C'est-à-dire tous les 10 ans, on a 14% des forces vives et de l'économique du pays qui disparaissent, exactement comme pour la guerre de 14. C'est colossal. C'est d'ailleurs ce meurtre économique dont se rendent coupables les contrôleurs du fisc et leurs alliés. L'État. Oui, l'État. Donc se rend coupable l'État. Il n'y a pas de... Oui, pas tout l'État. Il y a des gens de l'État qui ne sont pas impliqués là-dedans. Non, mais enfin... La Stasi, ce n'était pas tout l'État extrêmement. Mais puisque personne ne dit rien, c'est l'État qui puisqu'il y a une omerta flagrante sur les contrôles fiscaux, il ne faut surtout pas en parler, personne n'en parle. Bon, donc, mais tout le monde, au sein de l'État, est au courant. On peut pas... Oui. Donc ça veut dire que, si vous voulez, les problèmes économiques du pays sont... essentiellement une partie très importante, on n'en parle jamais, mais une partie essentielle importante de la faiblesse économique du pays, c'est le contrôle fiscal. C'est les 35 heures, c'est quelque chose. Il y a beaucoup, bon,
ces petites choses, mais à mon avis, c'est des petites choses. L'élément essentiel, et c'est ce qu'on n'arrive pas à démontrer parce qu'on reste marginalisé, l'élément essentiel, c'est le contrôle fiscal, parce que c'est lui l'assassin, c'est lui le ver dans le fruit, c'est lui qui tue tout. Tout. Et il est impuni, ils agissent impunément, et si vous voulez, personne ne le comprend, parce qu'on est acculé, isolé, on est sorti de la société, on est massacré sans possibilité de se défendre. Parce qu'il y a parce que quand quelque chose est injuste, vers qui on se tourne? Vers la justice. Eh bien la justice, elle est achetée. Voilà, la justice, elle est achetée. Donc on ne peut pas se tourner vers la justice, donc que faire? Ben, on ne peut rien faire. Voilà. Donc il faut savoir que l'élément destructeur de notre société et de notre économie, c'est le contrôle fiscal. Voilà pourquoi je suis en colère. Écoutez, l'avenir n'est pas très rose, quand vous montrez ces chiffres, et quand on sait que ça perdure et que ça s'amplifie à la limite. Bon, et alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a eu des études dessus, donc je la cite toujours par l'IFRAP, qui a eu quelques livres dessus, mais depuis une dizaine d'années, il n'y a plus rien. Ouais. On dirait qu'il y a un consensus. Ouais. Il n'y a plus rien qui sort qui dénonce, à part certains blogs comme le nôtre, heureusement qu'il y a Internet, mais il n'y a plus personne qui dénonce les abus fiscaux. Ouais. C'est étonnant, ça. Ouais, les abus des contrôles fiscaux, ouais. Alors nous, par contre, on dénonce, on va à Bercy. Oui, Alors, vous voulez que je vous raconte la dernière fois qu'on a été à Bercy? Racontez, mais rapidement. Oui, c'est parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On a mis trop de temps. Bon, zut. Bon, Bercy, ça s'est passé formidablement bien, parce qu'au même moment, vous savez, nous, on va prier à Bercy tous les deuxièmes jeudis du mois, et au moment de notre prière, nos amis de contribuables associés avaient fait une petite fête aussi pour je ne sais plus trop bien quoi, mais enfin, ils avaient appelé la population à venir. Le même jour à la même heure. Oui, le même jour à la même heure, ils ont appelé la population à venir. Ils n'ont pas eu un très grand succès, sauf avec les CRS. Donc on a été envahis de CRS. Mais enfin, quel était le motif Le motif, c'était... je pense qu'ils voulaient que Thévenoud paye ses impôts. Ouais. Mais alors, oui, mais Thévenoud, il n'était pas d'accord d'une part, et puis son coiffeur, son dentiste, son propriétaire, tous les gens qu'il n'a pas payés ne sont pas d'accord, il va les payer avant les impôts. Mais les Français s'en foutent un peu. Oui, Thévenoud avait une gestion très évasive de son porte-monnaie. Bon, donc je pense que Thévenoud, il poursuivait des objectifs de grandeur et de puissance politique. Donc vous arrivez là-bas. J'arrive là-bas, il y a des CRS partout, donc, et qui nous ont obligés à aller manifester derrière les grilles où ils avaient parqué nos amis de contribuables associés. Vous étiez nombreux comme nous à peu près, oui. Ça représente... ça a doublé le... ça a carrément doublé le volume. Oui, mais nous, on est passé de 6 à 12. Ah oui. Non, mais quand même, c'est étonnant pour contribuables qu'il y a quand même 300... Non, on ne va pas critiquer parce qu'ils ont, les pauvres, ils s'y sont pris tout à fait... Il faisait pas trop froid. Et puis, ils savaient pas, ils étaient jamais venus. Ils ne savaient pas qu'aller à Bercy, c'est pas gagné. C'est chaud, hein. Oui, les gens, ils ont vraiment la pétoche. Il faut voir, c'est imposant, c'est un immeuble, bon, ça fait peur. Bon, alors bien. Donc, nous avons conclu, et on va finir là-dessus parce qu'il faut qu'on se dépêche, effectivement, nous avons conclu que finalement, quand même, ils nous ont empêchés de prier. Et donc, parce que finalement, on n'était pas symboliquement suffisamment... c'était pas assez visible qu'on priait. Donc, la prochaine fois, jeudi prochain, et d'ailleurs vous viendrez... Je ne sais pas. Peut-être venir. Je ne sais pas si c'est... Enfin bon, bref. Alors, la prochaine fois, on va aller avec des petits coussins. Et alors, à Bercy, il y a une grande marche, comme ça, tout le long, sur laquelle on peut s'agenouiller pour prier avec sérieux. Parce que je ne pense pas qu'on puisse, dans notre démocratie, empêcher quelqu'un de prier, même y compris dans la rue. C'est des choses qui peuvent se faire. On peut prier partout où on veut. Donc, il n'est pas question de manifester. Nous sommes anti-manifestation. Donc, nous allons aller prier et nous allons apporter, pour que ce soit bien visible, les CRS qui ont quand même besoin qu'on leur explique les choses, parce que c'est pas bon. Quand on leur dit qu'on ne manifeste pas, ils ne nous croient pas. Bon, non, mais si on prie et si on est à genoux, ils vont bien voir qu'on prie. Donc, à ceux qui vont vouloir venir, je dis, amenez un petit coussin. On peut aussi se mettre à genoux sans coussin, mais ça ne va pas être confortable, c'est du granit, c'est pas facile. Donc, amenez un petit coussin et rejoignez-nous le deuxième jeudi du mois d'octobre. Nous serons là-bas et nous allons donc prier et nous allons donc créer le groupe des prieurs de Bercy. Voilà.
dont nous sommes les sacré programme. C'est un sacré programme. C'est différent de la salade. Ça, Henri, vous avez des programmes des fois. Oui. Mais parce que nous avons un motif, nous allons prier pour nos économies. Oui, bien sûr. Qui ont disparu. Nous allons prier pour nos disparus. Oui, mais là, il n'y aura pas de miracle. Ils ne reviendront pas. Hein. Non, mais on peut penser à eux. Oui, personne ne revient. La résurrection, ça a été réservé qu'à une seule personne. Hein. Bon, alors, littérature. Oui, alors, qu'est-ce que vous avez comme livre? Là, c'est encore un gros livre. Eli Cohen. Ah oui. Eli Cohen, Penser la crise. Alors, moi, je ne connais pas Eli Cohen parce que je n'ai pas la télé. Si, il paraît que c'est un homme charmant qu'on voit souvent. Oui. Alors, bon, ce livre est intéressant. D'abord, il est bien écrit, il se lit. Alors, je pense qu'il est un peu compliqué pour des gens comme nous. Et il est sans doute pas assez compliqué pour des gens qui sont tout à fait initiés. Donc il est un peu entre les deux. Certainement que c'est le reproche qui lui est fait, je suppose. Au bout de X pages, enfin beaucoup de pages, il arrive à une conclusion très simple, c'est que finalement le vrai problème c'est la fausse monnaie. Et la fausse monnaie vient de l'organisation du crédit. Et le défaut... Vous êtes sûr d'avoir tout compris? Oui, j'ai tout compris. Bon. Et le défaut de l'organisation du crédit, parce que, donc, si vous voulez, la fausse monnaie vient de la titrisation, et le défaut de l'erreur du crédit, c'est l'absence de sûreté de l'emprunteur. Et l'absence de sûreté de l'emprunteur vient tout simplement du fait, et il n'y a pas de solution, du fait que celui qui fait le crédit n'est plus responsable. C'est-à-dire qu'à l'époque où il y avait des petits banquiers dans chaque ville, chaque banquier était responsable sur son propre capital bancaire des crédits qu'il octroyait, et aujourd'hui cette responsabilité a disparu, ce qui fait qu'on trouve sur le marché des crédits n'importe quoi. Tout passe dans une énorme lessiveuse. Alors que ce soit, les insolvables peuvent être aussi bien une collectivité qu'un individu, mais la masse insolvable qui est calculée avec des formules mathématiques qui sont longues comme ça, et autres comme ça, là, ils calculent combien d'insolvables. Et puis ils se trompent, évidemment. Donc ils se trompent, et quand ils se trompent, paf, tout le monde fait faillite. En fait, c'est ça l'histoire. Alors, ils cherchent comment trouver une régulation. Enfin, il n'y a pas de régulation, il faudrait revenir à la raison, c'est-à-dire, en microéconomie, ne faire des crédits qu'à des gens qui ont les moyens de les rembourser. Ça, Voilà. Alors, il faut le lire parce que, si vous voulez, ça permet de comprendre ça. Et puis, ça permet de s'endormir le soir. Oui, pas facilement. Mais ça permet de comprendre ça. Moi, je ne le lirai pas. Et c'est... moi, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Oui, mais, si vous avez eu du mal à le lire, vous qui êtes 10 fois plus intelligent que moi. Moi, j'ai pas eu du mal à lire parce que moi, je lis et quand je comprends pas, je continue quand même. Donc, ce qui fait que je m'arrête jamais. Donc, à la fin, j'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris, mais j'ai une idée quand même. Bien. Voilà. Bon, à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. Allez, au revoir.